la plupart des gens, quand ils se lancent, ils font cette énorme erreur de commencer par brasser large. Si tu étais ministre de l'Éducation nationale, Ouais. qu'est-ce que tu mettrais en place demain ? Attention, ça va être clivant. Je sens que vous allez en faire un short. Et là, je me dis, waouh, j'ai tout quitté pour ce poste. Ça fait 1 mois que je suis en France dans les démarches de visa. Et tu m'expliques qu'en fait, on arrête tout. Tu préfères improviser ou préparer ? Improviser. Ça, on le sait. Bonjour Caroline. Salut Raphaël. Salut Clara. Comme avec tous nos invités, on commence par une petite question avant de pouvoir se présenter. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la plus grande opportunité que tu aies obtenue grâce à une connexion LinkedIn ? Ah, intéressant. Intéressante question. Ah mais attends, mais ça c'est un truc qu'il faut... Tu t'y attendais pas ? En plus, on a que 40 minutes. Tu prends un énorme risque là de me faire commencer comme ça. Ah, mais c'est bien, La plus grande opportunité, je vais faire une réponse de canard. J'ai rencontré mon mec trop bien. via message privé parce qu'il m'avait entendu parler sur Clubhouse. Ouais. Et du coup, il est venu sur LinkedIn me proposer un rendez-vous. Parce que sa boîte ressemblait beaucoup à la mienne. Okay. Et en fait, on s'est donné rendez-vous et on a eu un coup de foudre. Et c'est mon conjoint aujourd'hui. Incroyable. LinkedIn, the new Tinder, finalement. C'est déjà arrivé, Caro ? Non, je ne me suis pas regardée sur LinkedIn, ou en tout cas, j'ai pas compris le message. Ok. Bon, top. Merci, Caroline. Bienvenue sur ce podcast. Merci. Aujourd'hui, tu es une figure un petit peu incontournable du marketing sur LinkedIn. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs qui te connaissent pas ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Caroline Mignot. Effectivement, je suis devenue une LinkedInienne aguerrie. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand je suis arrivée sur LinkedIn, ce que j'aimais beaucoup, c'était que c'était un peu l'anti-réseau social. Ouais. Finalement, LinkedIn, c'était un peu l'anti-hype. Tous les cool kids étaient sur Instagram et sur LinkedIn, c'était un peu le réseau des ringardos. Mais finalement, des gens qui aimaient bien apprendre, partager des connaissances. Et je me suis sentie bien sur ce réseau social parce que justement, à l'époque en tout cas, je le trouvais très sans filtre. Parce qu'au final, tout le monde mettait des filtres partout, sur Instagram, sur YouTube. Et en fait, LinkedIn, les gens écrivaient des articles de fond et des posts que personne ne lisait, sauf moi. Et je trouvais que c'était le réseau le plus intéressant. Aujourd'hui, il a évolué, mais finalement, je trouve que dans son format, c'est encore le réseau social où j'apprends le plus de choses et où je prends le plus de plaisir à traîner. Je trouve qu'initialement, en plus, c'était très professionnel. Ouais. Aujourd'hui, ça se démystifie un petit peu. Tu peux parler de plein de sujets, puisqu'il marche aussi. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, sur LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, c'est mon réseau social aussi. Il y a plein de gens qui mettent des photos. Avant, c'était pas forcément le cas. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant comme réseau et surtout, pour les opportunités professionnelles, même je pense personnelles. Ouais. Ça y est, j'ai une casserole pour commencer le podcast. Non, et pour le coup, LinkedIn, tu vois, évolue par rapport au marché du travail. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché du travail, il devient beaucoup plus indépendant qu'avant. Ouais. Les salariés ont une approche beaucoup plus entrepreneuriale de leur taf. Même les évolutions en poste maintenant, tu vois, la culture start-up a un peu bousculé les grands groupes avec des changements de poste tous les 2 ans. Ouais. Et du coup, je trouve que le réseau social se coolifie à l'image en fait du monde du travail. Ouais. Et peut-être, justement, comme on s'adresse aussi aux étudiants, les aider un petit peu, parce que, comme tu disais, LinkedIn, ça évolue aussi avec les nouveaux salariés, le nouveau salarié avec la Gen Z, etc. Mais peut-être par rapport à ton parcours scolaire, les différentes étapes par lesquelles t'es passé, puis bon, t'as bossé dans le salariat aussi. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours. Parcours plutôt littéraire. Ouais. Moi, de base, je me suis jamais dit ce que se disent 99% des entrepreneurs. Ah, mais moi, je pourrais pas bosser toute ma vie derrière un bureau. Moi, j'adore passer ma journée derrière un bureau. Et j'adore l'ordinateur. J'adore passer vraiment du temps à potasser. Donc, moi, profil assez bon élève, ce qui est rare chez les entrepreneurs. Moi, j'étais très scolaire et les jobs de bureau, aucun problème, tu vois. Je crois qu'on est 3 comme ça ici. Ouais. Ah non, ouais, vous aussi. J'ai toujours fait la remarque, parce que moi j'étais en M&A avant. Ouais. Et ils m'ont toujours dit, ah mais toi, moi je peux rester jusqu'à 6h du mat, je m'en fous. Bon, après au bout d'un moment je suis fatiguée, mais ils m'ont toujours dit, ouais mais toi, je comprends pas, t'es hyper bien pour le salariat, t'es le salarié parfait. Le bon petit soldat, ouais. Exactement. Ouais. Et au final, je trouve que les skills comme ça, du bon salarié où tu restes devant l'ordi, où tu peux bosser des heures et des heures. Au final, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, tu montes ta boîte, tu as une capacité de travail exactement qui est hors norme, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Ça pousse aussi les gens qui se pensent dans une case salariat, alors que tu peux, au final... Toi aussi, Raphaël, c'était comme ça ?
Ouais, totalement. Alors moi, je suis toujours en études. Ouais. Je suis en année de césure actuellement et je reprends mon M2 en septembre. Mais moi, donc je viens aujourd'hui de lancer ma première boîte. Bravo. Ouais, merci. Il est dégoûté. Non, je suis trop content. Je suis trop content. Mais jamais j'étais prédestiné à ça. Moi, je me suis lancé sur les réseaux sociaux il y a 10 mois maintenant. Ouais. Ça a pas mal marché depuis. Mais jamais, si je m'étais lancé sur les réseaux sociaux, j'aurais pu faire ça aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Et sinon, je ferais toujours un job. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu les opportunités qui deviennent. Ouais, ça tombe un peu par hasard. Moi aussi, hein, pareil. Moi, d'ailleurs, justement, j'avais fait le podcast avec Joe Caris parce que j'étais en M&A, il m'avait invité. Et après ça, j'ai eu plein de demandes. Enfin, c'était tombé comme ça et c'était une opportunité. Et c'est ça la puissance des réseaux sociaux, donc je trouve ça ouf. Mais on t'a coupé du coup. Non, mais c'est exactement ça en fait. C'est juste, tu vois, LinkedIn, si tu te donnes les moyens et si tu aimes vraiment ton taf et ce que vous décrivez dans ce que vous faites, c'est le flow en fait. Ouais. Tu sais, en fait quand t'es à ta place, que tu sois salarié ou entrepreneur, quand t'es à ta place, quand t'es dans un domaine, un secteur qui te passionne, tu dis pas qui me paye à la fin. En fait, t'as compris que la nouvelle économie, c'est l'économie de la connaissance quoi. Ouais, qu'est-ce que je peux cultiver qui fasse que je sois 2 fois plus efficace, quelles relations je peux nouer qui vont me faire aller plus vite vers ce que j'ai envie d'atteindre et c'est tout. Clairement. Aujourd'hui, je vois que tu adaptes très peu ton contenu en fonction de LinkedIn. Ouais. Et les autres réseaux sociaux, tu postes un petit peu les mêmes vidéos. Ouais. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui n'adaptent pas leur contenu en fonction des plateformes. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, et je sais pas d'ailleurs qui est ce type qui a répandu des fausses rumeurs partout, mais tout le monde a la même croyance limitante. Les gens disent faut créer du contenu dédié à chaque plateforme. Alors, dans un monde idéal, oui. Surtout si, en fait, ton job, c'est de faire que du contenu. Typiquement, aujourd'hui, un Shubham Sharma qui est youtubeur, bah lui, en fait, il s'est mis à fond sur YouTube et il veut pas faire le même contenu. Si t'es entrepreneur, moi, je recommande vraiment la stratégie carpet bombing. C'est-à-dire que tu vas créer du contenu en groupe et tu vas arroser partout. Parce qu'aujourd'hui, là où la stratégie de contenu, c'est intéressant, c'est le référencement. C'est que si t'es référencé sur YouTube, t'es référencé sur Google. Si t'es référencé sur TikTok, il y a plus de visites encore que sur Google. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est très vite prendre d'assaut tous les mots-clés sur ta thématique. Et du coup, moi, ma stratégie, c'est un peu l'anti-stratégie, ce que tout le monde dit qu'on peut pas faire. Bah en fait, j'ai prouvé que c'était possible de le faire. J'ai les mêmes contenus qui circulent partout. Instagram, YouTube Shorts, LinkedIn et TikTok. Et c'est les mêmes vidéos partout, pas dans le même ordre. Et je pense que c'est vraiment une croyance limitante de se dire « Ah, les gens, ils ont déjà vu. » Aujourd'hui, capacité d'attention des gens, c'est 3 à 5 secondes. S'ils voient 2 fois la même vidéo dans leur journée sur des plateformes différentes, ils calculent même pas. On va s'en rendre compte et puis ils vont te reconnaître dans tous les cas. Donc tu dis « Ah, je l'ai déjà vu. » Exactement. Et toi, t'es référencé partout. Et surtout sur du contenu vidéo. Ça coûte une fortune de produire de la vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, quand j'entends ces règles qui disent « Faut faire du contenu dédié par plateforme », je me pose la question, qui peut se permettre de faire ça? Comment est-ce que tu arrives à expliquer que toi, tu es dans une énorme niche, enfin, c'est même plus une niche pour le coup. C'est un thème super le marketing, nous, du coup, c'est finance, mais on va se poser un petit peu sur le marketing pour toi, sur une niche aussi grosse. Comment est-ce que tu arrives à devenir top 1? Bah, alors, ce qui est intéressant, justement, on va dire que c'est un peu la stratégie des poupées russes. Tu vois, il faut que tu vois le positionnement marketing comme une stratégie de poupée russe. La plupart des gens, quand ils se lancent, ils font cette énorme erreur de commencer par brasser large. Et d'ailleurs, quand ils se lancent, c'est même dans l'entrepreneuriat. Quand tu lances ta première boîte, tu veux adresser tout le monde. Et ben, dans l'influence, ils font pareil. Et mon associé Clément, par exemple, qui est le réalisateur le plus doué que j'ai jamais rencontré de ma vie, il a un truc, si tu veux, sur la réalisation pour extraire, en fait, le meilleur storytelling d'un entrepreneur et tout. Il a un talent très rare et très niché. Et en fait, quand il a commencé à se lancer sur les réseaux sociaux, il postait des tips de productivité, il y avait à boire et à manger en fait. Et du coup, le premier réflexe des gens, c'est de se dire, comme le talent finalement t'es assis dessus, tu le vois pas, bah finalement tu te dis, bah je vais faire un petit peu de tout. Et du coup, comme t'es pas niché, tu parles vraiment à personne. La bonne stratégie de poupée russe, c'est l'inverse. C'est tu commences par la toute petite poupée,
Et en fait, au fur et à mesure, tu construis ton empire. Moi, j'ai posté au début, ma première stratégie, c'était de parler de partenariat, tu vois. J'ai parlé de partenariat, après j'ai parlé de growth marketing, après j'ai parlé de marketing. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle de moins en moins de growth, en fait, parce que je suis sortie de ce truc-là. Et puis, au-delà du marketing, maintenant, je parle beaucoup d'entrepreneuriat. Et au-delà d'entrepreneuriat, j'essaye d'aller vers le future of work. Et en fait, c'est les poupées russes. C'est au début, tu commences, t'es ultra niché, tu deviens le premier de ta niche, tu deviens le premier d'une autre niche. Okay. Tu procèdes par palier et comme ça, tu peux jamais te planter. Surtout construire une communauté, disons, solide au début qui va te suivre tout le long et qui après, de fil en aiguille, te font confiance. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les influenceurs, tout ce qui est créateur économie, je pense que ceux qui réussissent le mieux, c'est justement ce truc de les gens s'identifient à toi, ils ont envie de te faire confiance et après, tu peux vendre tes services en quelque sorte parce que les gens investissent dans la personne, je pense, avant d'investir dans le produit. Après, là, c'est... Et t'as commencé par faire un truc remarquable aussi. Ouais. Tu vois, c'est que souvent, dans la marque personnelle, les gens se disent « Ah, mais moi, je suis expert en rien ». Alors, le premier truc que tu dois faire, c'est pas genre essayer de mettre du mascara sur un cocard et de dire « Qu'est-ce que je peux faire ?» Tu sais, c'est pour ça m'énerve ce nouveau truc de genre ramasse une peau de banane par terre, mets-la en vente à $20 sur un... Et en fait, je me dis, il y a trop une culture de l'imposteur, où maintenant, les gens se disent « En fait, sur Internet, les gens achètent tout et n'importe quoi, donc fais-toi passer. » Je me dis genre « Non. » Essaye de trouver un tout petit truc que tu fais mieux que les autres. Et en fait, ponce un sujet pendant 12 heures. Et déjà, si c'est un sujet suffisamment niché, tu vas devenir suffisamment fort pour être le numéro 1 sur ce truc. Parce que Oussama Ammar, elle dit un truc très vrai là-dessus. Et putain, je m'en rends compte encore au quotidien. En fait, les gens vont pas en profondeur, même sur leur sujet. Si tu bosses là demain, pendant une dizaine d'heures sur un sujet, tu vas limite t'y connaître autant qu'un expert, un mec qui fait ça depuis 5 ans. Donc en fait, j'exagère un peu, ça dépend des thématiques, mais, mais je pense vraiment qu'il y a de la place pour ceux qui vont en profondeur. Ouais, totalement. Je regardais une de ces vidéos justement sur ça, puisque aujourd'hui, je viens de lancer ma première boîte qui est un peu sur la marque employeur. Donc, je pense trop bien. Ça te parle. Ça me parle complètement. Voilà, donc j'ai beaucoup poncé YouTube, notamment ces vidéos. Comment est-ce que toi... T'essayes de te renseigner sur un sujet pour devenir une experte? Plutôt les livres ou des vidéos, podcast, ce que tu veux. Aujourd'hui, honnêtement, mon canal numéro 1, c'est les autres humains. J'ai la chance d'avoir un métier très social. Et en fait, je suis entourée de gens qui sont très bons dans ce qu'ils font. Et j'hésite jamais, alors non pas à leur demander des services parce que ça c'est relou et il faut faire attention à pas être tout le temps en train de quémander aux autres parce que sinon tu te fais pas un très bon réseau. Mais j'essaye tout le temps en fait de partager des choses avec les autres et d'apprendre. Et je me dis en fait même des gens qui font un truc à l'opposé de moi, ils ont trop de trucs à m'apprendre. Donc c'est franchement ma source d'inspiration numéro 1, c'est les autres humains, y compris des humains qui vont me poser des questions. Donc les réseaux sociaux, mes commentaires, je regarde énormément les commentaires des gens sous mes posts, quel contenu ils apprécient, quel contenu ils apprécient pas, quels sont les contenus qui peut-être vont me créer peu d'engagement, mais qui vont créer un engagement silencieux. C'est-à-dire qu'au final, je vois qu'il y a des bookings sur mes services, et du coup, je suis tout le temps en fait dans l'analyse et dans le recettage de... T'es très connecté à ta communauté au final. Tu accordes beaucoup d'importance et je pense que c'est pour ça aussi que ça fait ta force. Et je suis très datavore. Ça, je pense que c'est important, tu vois, pour avoir une agence de création de contenu. Je vois à quel point les créateurs, même les gros, ils regardent pas leurs chiffres. Du tout. Moi, sur chaque vidéo, moi sur chaque vidéo, là j'ai une vidéo qui est sortie il y a 2 jours, qui a fait 180 000 vues sur Instagram, qui m'a fait prendre 200 followers seulement. Tout de suite, je me dis en fait, à quel point c'est une vidéo qui convertit pas et à quel point faut plus jamais que je fasse ça. Et je recette en permanence. Et même quand je fais un truc nul, j'avance parce que je me dis ok, ça. On raye et on adapte. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis. Je rebondis un peu parce que Oussama aussi parlait de ça. À un moment, il disait, en fait, les gens ils vont regarder, même aller chercher et essayer de comprendre la data. En mode, il y a des vidéos, ils font 1 million de vues, mais le compte il a 5000 abonnés. Il se dit mais c'est pas normal. De base t'as un truc à 1 million, t'es censé avoir pris, donc c'est hyper intéressant. Et là justement tu parlais un petit peu d'échecs. C'est vrai que je trouve ça hyper intéressant parce qu'au final aujourd'hui sur les réseaux il y a beaucoup de gens qui montrent leur succès, mais pas forcément le background. Et avant d'en arriver, quand tu aboutis à toutes ces entreprises, quand t'es top voice LinkedIn, j'imagine qu'avant il y a eu des périodes difficiles. Et je pense que ça c'est cool d'en parler parce que ça peut démotiver les gens aussi. Même les jeunes, tu leur dis oui mais elle a réussi ou il a réussi parce que
je pense que c'est intéressant aussi de mettre en lumière un petit peu les échecs. Donc toi, je dirais, qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer là-dedans après tes expériences professionnelles? Est-ce qu'il y a eu un échec en particulier ou quelque chose qui t'a un peu secoué et tu t'es dit bon là maintenant il faut que je me bouge en quelque sorte? Je pense que la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est que j'ai passé 8 ans à New York aux États-Unis. J'étais hyper heureuse et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour rester là-bas. Tu avais quel âge? Du coup, je suis partie à 21 ans. Ouais, donc stage de fin d'études. Donc, je fais mon stage de fin d'études de master et en fait, je suis tombée amoureuse de la ville. Du coup, je suis restée là-bas pendant 8 ans. Et donc, j'ai enchaîné plein de boîtes et j'ai fait énormément de sacrifices et j'ai bossé, mais comme toi, vraiment comme un bon soldat. Je me faisais des charrettes tout le temps. J'étais l'employée parfaite et j'étais très heureuse là-dedans. Au bout d'un moment, j'ai décroché un taf de rêve, où je me suis dit, tu sais, c'est le genre d'opportunité justement qui frappe à ta porte et où tu dis, ah, il y a une justice, ça y est, j'en ai chez plus que les autres. Ouais. Et en fait, ça paye. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée en France pour faire mon visa. Alors, c'était la première fois que ça m'arrivait. Contrat de ma boule. Hyper bien. Tout ce que je voulais dans un job, c'était une création de poste où le mec m'a dit, en fait, je te veux. Ouais. Donc, donne-moi tes conditions. Tu vas créer ton poste. Donc, j'avais créé un poste à mon image où je pouvais bouger tous les 4 mois, créer des équipes, lancer des projets. Taf de rêve. Il me dit, pour le visa, je vais te faire une green card. Comme ça, t'auras plus jamais à galérer pour les visas aux US. Donc, en fait, le mec, c'est genre... du jour au lendemain, je me suis dit, c'est pas possible. À 21 ans. Je suis devenue croyante. Non, pas 21 ans, pardon. Non, Raphaël. Je suis partie à 21 ans aux US. Okay. Et au bout de 8 ans à trimer, on me propose un taf de rêve. Et je me dis, trop bien, je suis arrivée, là, je me dis, c'est l'ange Gabriel, tu vois, c'est bon, je suis arrivée, je suis au paradis. Et en fait, je rentre à Paris et mon ouverture de poste, créer une business unit. Et le mec m'appelle, le CEO, il m'appelle, je rentre de festival, on est un lundi matin, il m'appelle genre à 10h du matin et c'est l'appel le plus lunaire de ma vie. Il m'appelle, il me dit oui, en fait, les investisseurs ont décidé de pas ouvrir la BU, la business unit sur laquelle j'étais. Et il me dit, mais je suis vraiment trop désolée et gênée, mais on va essayer d'ouvrir le poste l'année prochaine. Oh non. Et là, je me dis, waouh, j'ai tout quitté pour ce poste. Ça fait 1 mois que je suis en France dans les démarches de visa et tu m'expliques qu'en fait on arrête tout et ça je pense que c'est le plus gros échec de ma vie et alors ça va sembler hyper démago, mais comme tout le monde dit qu'un échec au final c'est un cadeau, c'est que ça doit être vrai. Moi en tout cas, c'est grâce à ça que je me suis dit, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'être un bon petit soldat en France. Et en étant un bon petit soldat en France, je me suis dit, waouh, je suis pas du tout adaptée au monde du travail. Et du coup, je me suis dit, je vais créer ma boîte. Ce que se disent beaucoup de gens qui sont inadaptés au monde du travail. Ouais, mais au final, je suis grave d'accord. En vrai, si t'es parti à New York, faire ton job de rêve en quelque sorte, au final, tu serais peut-être encore là-bas. Ah oui, c'est sûr. Et après, je serais peut-être pas malheureuse, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'à être trop portée par des visas, et à être trop tout le temps dans combler les attentes des autres et faire du people pleasing, et je m'étais jamais vraiment écoutée et je m'étais jamais demandé qu'est-ce que je veux faire de ma vie, exactement. Qu'est-ce que j'ai envie de construire. Tu vois, j'adorais voyager, j'étais que dans des tafs où je bougeais pas. Et en fait, moi, ma mentalité, c'est que mes parents, ils m'ont toujours élevée en mode, c'est déjà bien qu'il y ait quelqu'un qui te paye un salaire. Et j'ai vraiment, mes 2 parents sont profil EduxP dans l'éducation et du coup ont des mentalités hyper humbles. Et moi déjà on me disait, mais si t'es payé pour faire ce que tu fais et que t'aimes ton travail, déjà c'est bien, t'es chanceuse. Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre les générations d'avant qui acceptaient aussi un peu plus. Au final justement ce truc de dire, t'as un travail, t'es payé, tu peux te payer un toit, donc c'est super. Avec la génération d'aujourd'hui, est-ce que toi tu ressens la différence justement avec des jeunes qui acceptent moins, où on te pousse un petit peu à aller au-delà de tes retranchements, malgré le fait qu'à l'école, je trouve qu'on a un petit peu encore mis dans un moule où faut faire les meilleurs jobs. Enfin moi j'étais en école de commerce, donc fais de la finance et c'est très bien, tu vas très bien gagner ta vie. Au final, je trouve qu'on nous pousse pas trop encore à aller plus loin dans ce qu'on t'apprend. Donc je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Mais c'est vrai que on retrouve un petit peu cette différence entre les anciennes génées et le salariat et aujourd'hui. Ta mère, elle t'aurait dit quoi si tu avais voulu te lancer à 18 ans sur les réseaux sociaux ou l'entrepreneuriat avec ce que tu fais aujourd'hui? Moi, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu des parents. La phrase de ma mère, c'était toujours « Est-ce que tu as suffisamment travaillé ?» Si je ramenais un 5 ou si je ramenais un 21 sur 20,
toujours, la réaction de ma mère, c'était est-ce que t'as suffisamment travaillé? Et si j'avais eu 21 sur 20 et que je disais non, j'ai pas suffisamment travaillé, j'ai rien foutu, en plus j'ai eu une bonne note, elle était pas contente. Et j'ai trop aimé, c'est hyper atypique, tu vois, quand j'en parlais à mes potes, moi je pensais que tout le monde avait grandi comme ça, mais ça m'a vraiment donné la culture de la note, on s'en fout. C'est est-ce que je suis fière de moi, tu vois? Et ma mère, elle m'a toujours dit, t'es fière de toi? T'as fait ton maximum? Bah alors c'est bon. Même avec des résultats éclatés au sol. Et je pense, ma mère comprend toujours pas complètement ce que je fais, mais c'est normal. Et en même temps, quand les parents ils sont normal. dans le truc, moi aussi, ils comprennent rien. Ils disent, je te vois sur les réseaux, là, mais... Mais ma mère, c'est quand même écouter mes 400 épisodes de podcast, tu vois. Et ça, c'est elle les écoute tous les matins. C'est inestimable malgré tout, parce que c'est tes premiers fans au final. Exactement, mais tu vois, ils sont un peu déconnectés quand même, dans le sens où mes parents, ils arrivent dans mon studio de production et ils hallucinent. Et ils me disent, mais tout ça pour un podcast? Mais en fait, le podcast, c'est tellement un énorme média, mais pour nos parents... Moi, ma mère, je pense, elle se dit, c'est un égo trip de ouf. Elle pense que je suis toute seule à écouter mon truc, ou qu'on est deux avec elle. Mais c'est vrai que je pense, nos parents, ils ont pas la culture du pouvoir du média alter. Que, tu vois, eux, c'était leur époque, ça a été vraiment la télévision, les médias traditionnels. Et nous, je pense, avec YouTube et tout, on a été biberonnés à, tu vois. On regarde plus la télé aujourd'hui. Moi, j'ai même pas la télé. Moi non plus. Je regarde pas la télé, mais même, tout ce qui est journal et tout, tu vois, maintenant, tout est sur les réseaux, au final. Caroline, moitié de podcast. On fait des petits jeux qu'on adapte selon les invités. Ouais. Pour toi, ce sera un tu préfères. Ok. On te propose 2 choix, tu nous dis ce que tu préfères. Et derrière, on essaiera de rebondir si jamais il y a des choses qui nous surprennent. Ok. Surprends-nous. Tu préfères improviser ou préparer? Improviser. Ça, on le sait. Attends, demande à ta collègue qui n'envoie même pas, elle envoie même pas les rendez-vous. Si, ça c'est dans mon truc en plus. Les US ou la France en termes d'opportunités? Oh, les US. Ok. D'accord. Tu préfères gagner de l'argent avec un travail que tu apprécies et gagner pas beaucoup que cheap. ou l'inverse? L'option 1, quoi. Ok. Ouais, je pense. Tu préfères être reconnu pour une seule grande réalisation ou pour plusieurs petites contributions? Une seule grande réalisation. Tu préfères réussir à chaque fois sans jamais apprendre quelque chose de nouveau ou échouer souvent mais apprendre énormément? Ah, il est truqué ce questionnaire. La 2. Ouais, c'est qui les enflures qui répondent ne rien apprendre et gagner beaucoup de thunes? Je pense qu'il y en a. Ah bon? C'est ça le problème. Tu préfères voyager dans le futur pour voir les innovations en marketing ou voyager dans le passé pour apprendre des pionniers du marketing? Ah, c'est une super bonne question. Celle-là, elle est excellente, Raph. Les autres étaient nuls. Non, mais il y en a qui sont un peu vite répondues. Il l'a fait sur ChatGPT. On t'a vu. Non. Je préfère être dans le futur que dans le passé. Hein. Ok. Bah oui, parce que le passé, au final, on n'est plus... en tout cas, moi, je kiffe cette époque. Bon, là, on est dans un contexte très anxiogène en ce moment, cet été-là. Mais j'aime tellement, marketingment parlant, parce que c'était ta question, c'est les innovations marketing. Oh, putain, j'aurais pas aimé être avant, quoi. Avant l'IA, avant les internets. Bah, ça a tellement changé qu'en fait, je sais même pas si ça pourrait t'apporter quelque chose au final. Enfin, je pense que ça peut t'apporter parce que c'est quelque chose qui te passionne. Au final, le but, c'est de pouvoir créer de nouvelles choses qui vont intéresser. Donc... Ouais, et l'accès au savoir aussi. Hein. Ouais. Tu vois, l'accès au savoir, le neuromarketing. Aujourd'hui, tu peux apprendre ce que tu veux partout. Ouais, et moi, je pense que ma passion principale, c'est apprendre sur n'importe quel sujet. Et le fait d'avoir Internet, moi, ça me fume, quoi. Ah bah oui, non, mais ça. Parfois encore, tu vois, je me dis, putain, c'est un truc de fou d'avoir accès à autant. Ça me donne même pas envie de dormir. Hein, parce qu'au final, Ouais, mais je crois que je suis pas d'accord avec toi. Ah bah explique-toi, Raph. Je crois que je serais allé dans le passé, moi. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Pour comprendre les rouages. Parce que déjà le futur, bon, ok, c'est cool de voir dans le futur, mais dans le passé, si tu nous remets en 2015, moi j'avais 15 ans, putain, direct, je commencerai à investir sur tout ce qui a pété en 2020. Ah. En 2020, je me serais lancé sur TikTok à faire des danses. Non, mais avec Chiara, on sait pas si ça aurait marché. Heureusement qu'il est pas allé dans le passé. Regardez, il aurait fait que des trucs nuls. Et en 2024, je sais où je serai aujourd'hui.
Et j'aurais pu anticiper toutes les choses que j'ai loupées depuis que j'ai mes 15 ans. Ah, donc toi, tu kiffes. Toi, tu es pas team impro. Toi, tu es team anticipation, préparation. En règle générale, ouais. Ouais. Là, je peux pas le prouver. Ça, mais... je te rejoins, tu vois, mais je sais pas, moi, j'ai envie pas d'être en avance, tu vois, mais me dire, ok, plus tard, il va se passer ça. Donc, je peux déjà anticiper. Ouais. Bah, Je trouve que c'est horrible de savoir en avance ce qui va se passer. Moi, ça m'angoisse. Bah, Ouais, mais savoir dans le futur, c'est la même chose dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Tu sais déjà ce qui va se passer. Non, tu vas dans le futur, tu découvres plein de trucs, tandis que t'es dans le passé. Après, tu retournes à ton époque et tu sais tout ce qui va arriver. C'est hyper triste. Oui, voilà, c'est pour ça, c'est tu ça. vois. On est d'accord, ouais, tu préfères être... Ouais, au final, tu vas être dans le futur, quoi. On avance. Vous connaissez le syndrome de Cassandre ou pas? Du tout. Le syndrome de Cassandre, c'est utilisé pour parler beaucoup des suréfisseurs mentaux. C'est des personnes qui sentent les choses avant qu'elles se produisent, mais rien à voir avec la divination. C'est plutôt de l'hypersensibilité. Oui. Et en gros, petite histoire mythologique. À l'époque, Cassandre, c'est une nana d'une beauté incroyable, tout ça. Elle séduit Apollon. Et Apollon, en échange de sa main, lui donne des dons de divination. Okay. Et après, elle change d'avis, finalement, elle veut plus se marier. Et du coup, pour se venger, Apollon, il lui enlève la capacité de convaincre. Et du coup, elle se retrouve avec des dons pour connaître l'avenir. Donc, elle sait tout ce qui va se passer. Et en fait, à côté de ça, dès qu'elle parle, on la prend pour une folle. Et ça, je trouve ça assez... Le syndrome de Cassandre, ça s'appelle. C'est ceux, en fait, qui sont un peu... tu vois, je dirais, aujourd'hui, c'est un peu dans l'environnement, ceux qui ont compris, en fait, qu'on avait déjà atteint le stade critique et qui essayent d'alerter les autres. Et en fait, personne les entend. Ça me fait souvent penser à ça. C'est un peu comme tous ceux qui lancent aujourd'hui des business innovants. Ouais. Lorsque tu lances quelque chose, personne va croire en toi. Et surtout, tout le monde va dire que c'est un peu fou. Moi, aujourd'hui, pour que tu comprennes, là, ce que j'ai fait, c'est un petit peu sur la marque employeur. Ouais. Je fais comme Glassdoor, mais pour les étudiants et encore plus spécialisé. Et quand j'ai annoncé ça aux gens, tout le monde disait mais c'est nul, c'est n'importe quoi, tu fais exactement comme eux. Sauf que je le fais en mieux, mais surtout je rentre dans un marché qui est énorme, qui n'est pas du tout exploité par Glassdoor, pas assez bien. Et surtout aujourd'hui en France. En plus. Ouais, surtout aujourd'hui pour les étudiants. Aujourd'hui, aucun étudiant n'a l'idée d'aller sur Glassdoor parce que c'est pas du tout assez précis, personne n'a envie d'y aller. Et bon aujourd'hui, j'ai déjà atteint les 2000 utilisateurs en moins de 8 heures. Et je vois qu'il y a un réel intérêt, mais au début, personne ne croyait en moi sur ça, justement. Donc, je te rejoins un petit peu. De toute façon, quand tu commences, c'est dur. C'est pour ça que je pense que je reviens sur ce que tu disais. C'est hyper important, je pense, de s'entourer des bonnes personnes. Parce que moi, je vois, quand tu t'entoures, même mon meilleur ami qui m'a poussé, justement, qui m'a dit, mais non, vas-y, lance-toi et tout. Je me souviens l'été dernier, j'étais en mode, non, mais c'est nul, j'arriverai pas et tout. Ils m'ont dit, si, je suis sûre que ça va aller, tu vas y arriver. Et je pense que le fait de s'entourer des bonnes personnes, comme tu dis, cette source humaine, toi, les solopreneurs, c'est-à-dire les personnes qui travaillent uniquement toujours seules, mais qui s'inspirent pas des autres, même des meilleurs, il y a des gens qui se sentent frustrés d'être pas moins bons que les autres. Moi, je trouve que justement, t'entourer des personnes qui sont meilleures que toi, c'est ce qui va te pousser vraiment à te surpasser, ça va te motiver. Et je trouve ça hyper cool de t'entourer des bonnes personnes et justement d'avoir des gens qui croient en toi. Ouais. Qui est-ce qui croit en toi au-delà de tes parents? Ah, dis donc, ça clash, Raphaël, il va clasher. C'est pas du tout un clash. Non, parce que je pense que tu m'aurais répondu ta mère, sinon. Ouais, clairement. Ouais, alors ma mère, c'est clair. Qu'est-ce qui croit en moi? Franchement, je pense à peu près tout le monde. Ça dépend ce que... Tous ceux qui te suivent, tu penses? Croire en toi, à quel niveau? Des gens qui ont confiance en moi, tu vois? C'est ça? Ouais, à quel point tu penses que les gens qui, par exemple, te suivent puissent être engagés à tel point que peu importe ce que tu dises, ils te suivront dans n'importe quel sentier battu? Je pense que ma force, c'est que je me pose pas trop cette question. Okay. Et souvent, j'ai l'impression, en tout cas dans l'influence, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont pas tout le temps en train d'attendre des autres, se demander quand est-ce que ils vont être démodés, machin. Et plus t'es dépendant de ça, plus tu creuses ta tombe. En tout cas, moi, souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais demain, qu'est-ce que tu ferais s'il y avait plus LinkedIn ?» Et tu sais, cette question, elle me fume parce que je suis vraiment là. Enfin, LinkedIn, c'est pas ma vie. Moi, ce que j'aime, c'est créer des projets. Et en fait, LinkedIn, aujourd'hui, c'est un canal comme le podcast, comme la vidéo. Tu rebondiras de toute façon. Ouais, je m'accroche pas trop. Et tu vois, comme là, je me dis qui croit en moi, je pense à peu près tout le monde. Et en même temps, c'est rigolo parce que ta question, Raph, c'est un peu que le même truc que le passé et le futur. C'est qu'en fait, moi, personnellement, je me pose pas trop de questions.
Et j'aime pas trop intellectualiser. Et c'est pour ça que j'étais angoissée quand tu m'as dit, voyager dans le passé, pour moi, être dans le passé en sachant déjà tout ce qui va arriver, c'est ma phobie. Alors que arriver dans le futur en sachant rien en découvrant tout et en sachant rien de ce qu'il y a encore plus loin, voilà. Et je pense que c'est pareil pour les intentions des autres, qui croient vraiment en moi. En fait, je m'en fous. Je pense qu'il faut être détaché quand même, parce que même sur les réseaux sociaux, t'as forcément des gens qui vont te critiquer, ça c'est clair. Et ça, franchement, je voyais la différence. Au début, t'as toujours des personnes qui vont te critiquer. Ouais. Et à partir du moment où je pense où tu prends du recul et tu dis, en fait, déjà, si ce sont des critiques constructives, tu t'en inspires. Mais réussir à prendre justement du recul et dire, ça, je m'en fous en quelque sorte. Je pense que ça fait une force et c'est comme ça que tu dures, que tu dures sur la. Ouais, je pense faut pas trop y penser. Ouais. Honnêtement, faut pas trop y penser. Et si tu commences à imaginer en fait les intentions des gens, je pense que t'es mort. C'est comme la dernière fois. C'est une question que tu aurais pu me poser. Raphaël, tu vas l'adorer celle-là. J'ai une copine. On se disait c'est quoi nos super pouvoirs qu'on choisit. Et elle me disait je voudrais savoir ce que tout le monde pense de moi. Et j'étais là waouh ma phobie. Ouais. T'imagines tu rencontres quelqu'un et t'entends. En fait, moi, ça m'intrigue. Moi, plutôt, c'est le truc, j'aimerais pas que les gens, savoir ce que les gens pensent de moi. Mais par contre, j'ai ce truc de quand les gens se baladent dans la rue, j'aime trop me dire, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser et tout. Ça, j'adore. Oui. Mais tu vois, connaître les intentions des gens, savoir qui croit vraiment en toi ou pas. Genre, je me dis, je pense que c'est un truc qui m'empêcherait plutôt d'avancer. Ouais, mais ça te matrix, je pense. Ouais. Parce que tu pourrais être grave déçu. Oui. En vrai. Tu serais là en mode, mince, je pensais trop que c'était un pote et tout. En fait, pas du tout. Je pense que tu pourrais être déçu, ça te retarde, je pense. Ouais. Vivre un petit peu dans un... Raph, il est pas d'accord. Non, sur ça, je suis plus ou moins d'accord, parce que peu importe ce que je ferai, je sais que je m'en fiche du regard des autres et de la vie. Ouais. Mais sur les super pouvoirs, je sais pas trop. Ah ouais, d'ailleurs, ce serait quoi un super pouvoir que t'aimerais avoir, si tu pouvais en avoir un seul? Alors, moi, j'aimerais beaucoup, c'est un truc de feignasse, mais j'aimerais beaucoup pouvoir me déplacer comme ça. Ah ouais, j'adore. Ouais, et tu vois, le don d'ubiquité pour pouvoir aussi faire l'autre tournage et en même temps être sur un... Non, ça, j'aimerais bien. T'as plusieurs carreaux partout. Exactement, là. Le don d'ubiquité, j'aimerais bien. Ok, moi, je crois que j'aimerais bien être invisible. Et aller... Je crois que tu me prends pour un extraterrestre, carrément. Non, être invisible et aller partout où je veux sans que les gens ne sachent que je sois là. Ah ouais. C'est pas mal. Oh. Ok, weird. Stressant. Ouais, c'est sûr, avec Cara, il viendrait nous voir. En fait, je pense que je sentirais la présence, mais ça m'angoisserait de pas savoir qui c'est. Moi, je détesterais être invisible. Hein. Je trouve que c'est une vraie phobie pour le coup d'être invisible. T'imagines? C'est un peu comme pas avoir de sens, tu vois. Genre pas. Non, mais c'est juste pour regarder un petit peu. Mais tu regarderais quoi? Savoir tout ce qui se passe. Par exemple, ton concurrent, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais donc à ce moment-là, t'as besoin de la téléportation aussi pour te rendre à l'endroit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon. De toute façon, il y a plein de. Et toi? Moi, justement, c'est la téléportation, mais aussi, ça, c'est, je suis une tarée. Vraiment, ce que je disais, genre, être dans le cerveau des, genre, dès qu'il y a quelqu'un qui passe, je sais exactement à quoi il pense et tout. Mais après, le truc, c'est que je suis une éponge, moi. Donc, si je commence à ressentir, je pense, l'intelligence émotionnelle aussi, c'est hyper important dans un business. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je pense que les femmes, elles ont un peu ce pouvoir-là. Cette intelligence émotionnelle, peut-être que les hommes ont moins, je sais pas. On pourrait en débattre. Un petit tacle. Je sais pas. Ça en fait une farce pour nous. Mais ouais, je pense, téléportation de fou, parce que je fais trop de trucs, je suis fatiguée par ça. Et être dans, pouvoir savoir ce que les gens pensent, tu vois. Et pourquoi pas aller dans le futur aussi. Elle veut tous les pouvoirs. Attends, c'est elle, c'est genre en face du génie, elle dit pouvoir avoir d'autres génies pour faire autant de vues. Moi, téléportation, mais bon, ça n'est pas original, donc je dirais, aller le truc des gens, tu vois, être dans la tête des gens. Horrible, ma phobie. Ouais, moi, ça me Caro nous déteste officiellement. Ça faut bien se compléter au bout d'un moment, tu vois. Ok. Pour revenir un petit peu sur le tacle de l'intelligence émotionnelle. Comme tu en es dépourvu, alors. Bah ouais, je m'y attendais pas. Bon, je pense déjà t'as généralisé, ce qui est peut-être. Non mais oui, c'est ça. C'est pas. Mais tu vois, peut-être j'aurais tendance à dire que les femmes ont plus la tendance à ressentir des choses sur les sentiments que les autres peuvent éprouver. Je sais pas si, l'empathie, tu veux dire? Ouais, on peut dire ça, de l'empathie. Chose que nous, peut-être, on a un peu moins. Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Ouais, encore une fois, faut pas généraliser. Non, faut pas généraliser, mais je pense que c'est un sujet. En tout cas, je trouve que malgré tout, l'intelligence émotionnelle dans tout ce qui est création de contenu ou quand tu veux construire une communauté, c'est hyper important. Que tu sois homme ou femme, dans tous les cas,
si tu as cette qualité-là, je pense que c'est primordial. Et aussi une chose que tu disais, moi aussi je réponds à tous les commentaires, c'est une de mes choses préférées. Et je pense que c'est aussi ça l'émotion que tu procures aux gens. Le fait d'être prêt, tu vois. Ouais. Et ils adorent que tu répondes aux commentaires. Et c'est comme ça qu'ils se sentent au message, tu vois. Moi, ça m'a étonné que tu m'aies répondu rapidement. Mais d'un côté, je me suis dit, en fait, moi aussi, je fais ça avec mes étudiants. Et je trouve ça, c'est ouf. Malgré le fait que tu puisses être connu ou que tu puisses avoir une grosse influence, et te dire, ah, mais tout le temps occupée, elle va jamais me répondre. Le fait d'avoir cette réponse, tu te dis, le fait d'être humble aussi. Je pense que ça, c'est hyper important. Mais c'est une orga aussi. Hein. Ouais. Ah non, mais bien sûr. Moi, c'est une usine à gaz, mes réseaux sociaux. Oui, j'imagine. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'occupe de trier. Et en fait, tout est labellisé. En fait, on a des réponses qui sont pré-mâchées pour tout. Le dis pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être des créateurs et tout. Je fais énormément raccourci clavier, c'est ma vie. Donc, en fait, tu te rends compte que dans tes MP, tu as environ 4 ou 5 messages types que tu reçois. Bien sûr. Et à partir du moment où tu automatises ça, tu peux répondre à tout le monde. Si tu le fais pas, c'est juste un enfer. Ah, mais oui, c'est une horreur. Peu de temps, on approche de la fin. On va finir sur le thème de ce que l'école ne t'a pas appris. Ouais. Surtout pour les jeunes qui nous écoutent, pour l'optimisation des réseaux et tout. Donc, Exactement. Si tu étais ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que tu mettrais en place demain ? Alors, attention, ça va être clivant. Je sens que vous allez en faire un short. Moi, je trouve ça dommage. Les tests de QI sont hyper controversés. Mais en fait, je trouve ça hyper dommage qu'à l'école, on soit évalué sur des disciplines et pas sur nos soft skills, donc nos capacités, justement, ce que disait Cara, l'intelligence relationnelle. J'ai compris beaucoup de choses sur moi quand j'ai fait le test de QI. Et je pense que si je l'avais fait avant 30 ans, je l'ai fait quand ma mère me l'a fait faire quand j'étais gamine, mais du coup, j'étais trop jeune pour avoir accès aux résultats. Et en fait, je me suis dit, mais ça m'a vraiment mindfucké. Je me suis dit, mais pourquoi on fait pas ça à tous les enfants? Et apparemment, c'est pour pas complexer tout ça. Mais en fait, je me dis, tu mets pas de score. Mais le fait de savoir, ah bah tiens, j'ai beaucoup de logique. Ah bah tiens, par contre, j'ai des problèmes de mémorisation. Ah bah tiens, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai diagnostiqué mon hyperactivité, qui n'a jamais été diagnostiquée avant. C'est comme ça que ils m'ont diagnostiqué aussi des petits trucs tout bêtes comme la dyspraxie, la dyscalculie. Et en fait, je me dis, mais quel dommage que l'école soit là en mode avec des leçons à apprendre par cœur, français, maths, histoire géo, et qu'en fait, il n'y ait jamais personne qui nous explique, bah tiens, t'as un talent extraordinaire pour mémoriser les chiffres. Tiens, t'as une culture, t'as une capacité de mémorisation des informations qui va... Ah tiens, toi, tu sais assembler les couleurs très rapidement. Et je trouve que ça, c'est des trucs qui te permettent de trouver ta voie beaucoup mieux que finalement histoire géo, français, anglais, maths. Surtout quand t'es noté aussi, tu te compares beaucoup aux autres, il y a souvent des enfants ou même des jeunes qui se retrouvent un petit peu en difficulté ou qui se sentent à l'écart. Et ça, je trouve ça cool aussi, même dès le début, de réussir un petit peu à trouver quelque chose. Parce que pour moi, on a un talent forcément, ou en tout cas quelque chose qui nous anime et qui fait qu'on est bon dans quelque chose. Mais la difficulté, c'est de le trouver pour ensuite l'exploiter correctement. Et donc ça, je trouve ça cool en fait de pouvoir l'apprendre dès le début. Au final, tu peux faire ça tellement tôt. Même quand t'es gamin, tu commences à montrer des signes qui peuvent être atypiques. Et au final, c'est ça qui peut être ta force et qui fait que tu... Et ça t'aurait changé quoi dans ton parcours si tu avais su que tu étais hyperactif plus jeune ? Déjà, j'ai compris plein de choses en faisant les tests. Je me suis toujours trouvée plus bête que les autres. Et j'ai toujours eu... je me rendais compte que j'apprenais différemment. Moi, quand je faisais mes devoirs, j'avais besoin d'avoir de la musique, j'avais besoin d'être stimulée en permanence. Et en fait, je me trouvais... tout le monde me disait, concentre-toi, mais non, c'est pas comme ça qu'on révise ses leçons. Et en fait, je pense que toute ma vie, je me suis dévalorisée énormément en me disant que j'avais un handicap limite. Mais je me trouvais demeurer sur des trucs tout bêtes. L'étape de multiplication, ça a été un enfer de les apprendre. Un enfer. Et à côté de ça, tu vois, après, quand j'ai fait les tests, je me suis rendu compte que j'avais une logique exceptionnelle.
En fait, toute ma vie, on m'a dit que j'étais une merde en maths parce que j'arrivais pas à retenir les chiffres. Ouais. Et tu vois, des trucs comme ça, je me dis, si les gamins, ils avaient ça, genre juste une fois, parce que c'est quand même un test qui dure 2h30, où t'as plein de réponses sur toi, tu le fais une fois, à la place des conseillères d'orientation qui vont juste lire ton bulletin. Et quand tu vois, en fait, dans l'entrepreneuriat, par exemple, mon mec, il a même pas son bac. Quand tu vois à quel point l'entrepreneuriat est plein de gens qui ont été rejetés du système scolaire, qui toute sa vie ont pensé qu'ils étaient des marginaux, des abrutis et des inadaptés, et qui au final, en fait, font des choses hors du commun derrière, avec un autre type d'intelligence que l'intelligence scolaire du par cœur, quoi. Et je pense que c'est important parce que malgré tout, tu accumules quand même, pendant des années, le fait de se ressentir un petit peu à part ou rejeté. En fait, même c'est ça ce que tu disais, c'est qu'on te dit oui, mais on n'apprend pas comme ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment une forme d'apprentissage? Alors, on te met dans une case, mais il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui sont plus. Tu vois, École 42. C'est un exemple de ouf de comment évolue aujourd'hui le monde du travail. C'est qu'en fait, le mec, il a très bien compris, il a fait une école où en fait, le seul truc, c'est OK, est-ce que tu es capable de craquer ce problème? On s'en fout de quelle méthode tu utilises, comment tu fais pour craquer ce problème? Et je trouve ça génial. Bon, merci beaucoup, Caroline. On va vous laisser réfléchir sur ces derniers mots. Merci à tous pour cet épisode. Bonne journée. Et... N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les encourager, c'est important. Likez, commentez et abonnez-vous. Ciao. À très vite. Salut.